99% des parents qu'on voit aux urgences, c'est je viens parce que mon enfant a eu 40,5 et moi, au-dessus de 39, je préfère venir aux urgences. Or, la gravité de la température n'est absolument pas liée à sa hauteur. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Bonjour et bienvenue. Je reçois un vulgarisateur de la santé ce matin. Jules Fougère est avec nous. Bonjour Doc. Bonjour. Alors je vous appelle Doc, mais vous êtes plus connu sous le nom de PED-URGE. C'est ça, ouais, c'est un peu mon deuxième nom après Jules Fougère. D'accord. Et alors PED pourquoi et URGE pourquoi ? Figurez-vous que c'est ma conjointe qui m'a donné cette idée quand j'ai commencé les réseaux. Je savais pas comment m'appeler et elle m'a dit t'es pédiatre. Ouais. Et tu travailles aux urgences. Si on prend le début de chaque mot, on fait PED-URGE, ça fait PED-URGE, c'est facile à dire, et c'est resté. Je trouvais ça super nul au début. Maintenant, je suis habitué. Maintenant, c'est votre identité sur les réseaux et on vous connaît comme ça. Exactement. Donc vous êtes pédiatre urgentiste, c'est une spécialité à part ? Oui, alors la pédiatrie, c'est la spécialité de la médecine de l'enfant. J'ai une formation de pédiatre et sur la fin de ma formation de pédiatre, je me suis surspécialisé en urgence pédiatrique. Donc c'est une surspécialité, dirons-nous. D'accord. Qu'est-ce qui vous motivait dans le fait de travailler aux urgences plutôt que d'être pépère dans un cabinet avec une liste d'attente de 6 mois ? Ah ouais, c'est ça. Moi, c'est le travail d'équipe, surtout parce que j'adore travailler avec des étudiants, avoir des externes, des internes, des collègues, des infirmières, des paramédicaux, voilà. Donc moi, le travail d'équipe, c'est un truc, quand j'arrive au boulot le matin, j'ai besoin de discuter avec tout le monde, de prendre un café avec tout le monde, et je me voyais pas dans mon cabinet, ou en tout cas, je m'y vois pas pour l'instant, puisque le travail d'équipe est un peu moins présent, évidemment. Combien d'années de médecine, combien d'années de pédiatrie ? Alors, 6 ans d'externat, donc d'études à la fac, puis on choisit la pédiatrie, et là, 5 ans de pédiatrie. Donc 11 ans pour finir urgentiste pédiatrique. D'accord. Quand est-ce qu'on va voir un médecin et quand est-ce qu'on va voir un pédiatre ? Très bonne question. Les gens ne font pas encore tout à fait la différence. Je suis complètement d'accord. En fait, le pédiatre, c'est le médecin de l'enfant entre 0 et 16 ans. Mais il faut savoir qu'un médecin généraliste, votre médecin traitant, il a une formation pour savoir soigner des enfants. Donc, on peut être suivi par un médecin généraliste. Tout le monde peut être suivi par un médecin généraliste. Maintenant, si on le souhaite, si son enfant a une vulnérabilité particulière ou tout simplement qu'on préfère voir un pédiatre, on peut, entre 0 et 16 ans, être vu par un pédiatre. Et qu'est-ce qu'il a de plus, le pédiatre, finalement, par rapport au médecin ? Qu'est-ce qu'il a comme expertise que le médecin n'aurait pas ? Alors, le médecin généraliste, il a une formation de 3 ans après les 6 premières années, dans laquelle, c'est passé à 4 ans d'ailleurs maintenant, dans laquelle il va toucher un peu à tout, à la gériatrie, à la pédiatrie, à la gynécologie, aux urgences. Le pédiatre, à partir du moment où il a choisi de pédiatrie, il ne fait plus que de la pédiatrie pendant 5 ans. Donc, il a vu de la néonatologie, il a vu de la cancéropédiatrie, il a vu des urgences pédiatriques. Donc, c'est un bagage forcément un petit peu plus poussé sur l'enfant et sa santé. Vous publiez mon guide anti-panique chez Marabout. Alors, anti-panique, c'est vite dit. Parce que pour les parents, dès que ça concerne la santé de l'enfant, c'est la panique. Panique à bord. Ouais, panique à bord. Le moindre symptôme, en fait, on se doute bien. Qui est-ce qui nous apprend à gérer les symptômes de ces enfants ? On se lève, l'enfant n'est pas bien, on prend la température, 39. Est-ce qu'on a un guide ? Est-ce que quelqu'un nous a expliqué un jour ce qu'il fallait faire, à part nos grands-parents peut-être ? Et là, on se rend compte que, qu'est-ce qu'on fait ? Excusez-moi. Alors, on appelle sa mère. Voilà. Si elle est là. Voilà, on appelle sa mère. Ou sa grand-mère. Déjà, tiens. On appelle sa mère ou sa grand-mère, mais en tout cas, on n'a pas de. Ou on va sur des forums. Et ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la grande mode aujourd'hui parce qu'il y a tout et son contraire sur les forums. Exactement. Sur les forums, on trouve tout de suite des cas graves. On trouve des mots cancer dès qu'on tape les symptômes. Donc ça, c'est vraiment à éviter au maximum. Alors attendez, tiens, on va continuer l'émission, mais on va aller vous chercher de l'eau parce que d'ailleurs on est alors vous savez, on a des urgences eau ici. Tiens, c'est vrai. Ouais. C'est ça. C'est parce que vous avez attrapé froid. Je fais un peu d'asthme. Alors du coup, j'ai ma ventoline si jamais je tousse trop. Non, mais tiens, question. Bonne question. Comment on fait pour administrer de la ventoline à un bébé ?
Alors, très bonne question. La ventoline, ça se donne dans une chambre d'inhalation, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à la bouche directement, parce que ça, c'est impossible. Même les adultes savent pas bien le prendre. Donc, c'est même conseillé lorsqu'on est adulte, si on n'arrive pas bien à synchroniser le moment où on appuie, comme on a tous déjà vu dans les films ou dans la rue, on secoue toujours, on appuie et normalement, il faut inspirer en même temps. Chez l'enfant, on a une chambre d'inhalation, on met un masque sur le visage de l'enfant, on fait un spray dans la chambre d'inhalation et on va laisser l'enfant respirer plusieurs fois dans la chambre. Et c'est comme ça qu'on va faire une bouffée de ventoline. Et après, on le répète le nombre de fois que c'est prescrit. Alors, l'asthme, d'ailleurs, ça arrive très tôt. Ça peut arriver très tôt chez l'enfant. Ouais, alors on parle d'asthme du nourrisson à partir d'1 an. À partir d'1 an, si un enfant est gêné pour respirer et qu'il siffle, on va parler d'asthme du nourrisson. Donc oui, avant on parlera de bronchiolite. À partir d'1 an, on parle d'asthme du nourrisson. Alors la bronchiolite, première année avec cette molécule magnifique qui est enfin je dis magnifique, j'en sais rien d'ailleurs, je mets des guillemets, qui est le Beyfortus. Qu'est-ce que vous sur le terrain vous avez constaté, puisque j'imagine qu'en cas de bronchiolite, il y a quand même beaucoup de parents qui déboulent aux urgences. La bronchiolite, tous les ans, on a énormément. En fait, la pédiatrie, c'est une spécialité saisonnière et épidémique. Donc, on sait que tous les hivers, on va avoir la période de la bronchiolite. Merci. Cette année, on sait que les parents ont été très demandeurs de cette molécule, tout simplement parce qu'on a vu des catastrophes. L'hiver dernier, on voyait encore des enfants qui étaient envoyés dans des hôpitaux périphériques, loin de chez eux, parce qu'il n'y avait plus de place, parce que les lits sont surchargés avec la bronchiolite. Écoutez, cette année, on attend encore les chiffres officiels. Mais vous, qu'est-ce que vous avez constaté aux urgences de Rouen, par exemple? On a eu l'impression qu'on a eu une vague moins élevée que l'année dernière. Et on a l'impression qu'on a peut-être vu moins de bronchiolites graves qui sont allés en réanimation. Voilà, encore une fois, attendons les chiffres parce que c'est toujours difficile à dire, c'est des ressentis qu'on a et il faut comparer l'épidémiologie de cette année avec celle de l'année dernière. Bien, quel est le top 3 des symptômes qui amènent le plus couramment, fréquemment les parents aux urgences? Je dirais numéro 3, les douleurs abdominales. Alors ça, c'est vraiment typique. L'enfant, en deuxième cerveau, c'est le ventre. On est stressé, on a mal au ventre. On a de la constipation, on a mal au ventre. On a une gastro, on a mal au ventre. Et tout donne mal au ventre. Une otite donne mal au ventre. Une angine donne mal au ventre. Donc les douleurs abdos, ça, c'est dans le top 3. Je dirais top 2, les pleurs du bébé. Et les pleurs du bébé, quand même, on en a beaucoup, tout simplement. Parce que quand on est parent et que son bébé pleure, on est inquiet, on a peur de louper quelque chose, on a peur de se dire mince, il essaye de me dire quelque chose, peut-être qu'il souffre. Donc ça, c'est vraiment très régulier. Et le number 1, vous avez une idée? La fièvre. La fièvre, évidemment, la fièvre. C'est le symptôme le plus fréquent puisque les enfants, ils sont en collectivité, ils attrapent des virus, ils tombent malades, ils ont de la fièvre. Et comme les parents n'ont pas forcément eu les infos en amont, et tout de suite on s'inquiète et on consulte. Le médecin n'est pas disponible, on vient aux urgences. Et vraiment, ça, c'est le quotidien. Bon. Alors la fièvre, c'est un indicateur de quoi? Au contraire, c'est quand même une arme de défense, la fièvre. La fièvre, ça prouve que l'organisme fonctionne. Tout à fait. La fièvre, c'est un mécanisme naturel du corps qui, en fait, crée des cellules pour se défendre contre un microbe. Virus, bactéries, la plupart du temps un virus chez les enfants. Et du coup, la fièvre, c'est super la fièvre, parce qu'en fait, c'est un signal pour dire « Ok, mon enfant est malade, il se passe quelque chose ». Donc, c'est quelque chose de naturel, mais il y a quelques petites choses à surveiller quand un enfant a de la fièvre. Alors, la question qui revient, alors moi, j'ai vu quelque chose dans votre livre que j'avais jamais vu, c'est que quand on a 36, on fait de la fièvre. Ou alors, est-ce que j'ai mal compris? Non, c'est donc au-dessus de 38. On a de la fièvre. On a de la fièvre. Mais on parle aussi d'hypothermie quand on a moins de 36 degrés, justement, moins de 36, c'est un équivalent de fièvre. D'accord. Donc en fait, un enfant qui va être malade, on va prendre la température, il va être à 35,5, et c'est les mêmes consignes que pour la fièvre. Que pour la fièvre. Voilà, exactement. Alors vous avez fait un geste, alors ça passe pas très bien à la radio, Doc, mais vous avez mis votre main sous votre bras. Ouais. Est-ce que ça, c'est le bon endroit pour prendre la température de l'enfant? Alors, ce qui est sûr, c'est que le mauvais endroit pour prendre la température de l'enfant, c'est avec le dos de la main sur le front. Et ça, véridique, ça arrive encore tous les jours. Ma grand-mère le faisait bien sûr. Elle mettait la main sur le... C'est ça. Et ça chauffait, elle disait « Ouh là là, t'es chaud, exactement. » Alors ça arrive, mais le problème, c'est que quand on a des parents qui arrivent aux urgences en disant « J'ai pris la température », on demande comment, ils nous répondent sur le front, avec ma main, on se doute bien que c'est pas précis. Donc, chez les bébés, les tout petits, les moins d'un mois, ce qui est recommandé, c'est le thermomètre intrarectal
parce que c'est le plus précis et que les tout petits, il faut que ça soit vraiment qu'on soit précis sur la mesure. Alors, Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de parents que ça choque encore maintenant, aujourd'hui. Alors avant, ça choquait personne. Hein. non. Mais en fait, aujourd'hui, de prendre la température par la voie rectale, c'est devenu problématique. C'est devenu problématique et si ça gêne, on peut le faire sous le bras. La deuxième voie la préférentielle et celle qu'on fait à l'hôpital le plus souvent, c'est la température axillaire, auquel on rajoute 0,5 à 0,9 en fonction du thermomètre et ça permet d'être précis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez les tout petits, c'est vraiment très 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 important puisque ça changera complètement la prise en charge d'avoir de la fièvre ou non. Bon, est-ce que 40 c'est plus grave que 38 ? Merci pour cette question. Merci. J'ai pas beaucoup. Alors là, je l'ai pas beaucoup inventé puisqu'elle elle est de vous. Oui, c'est vrai, mais en même temps, elle est de vous, cette question. Elle est pas de moi, elle est des parents et elle est de 99% des parents qu'on voit aux urgences. C'est je viens parce que mon enfant a eu 40,5 et moi, au-dessus de 39, je préfère venir aux urgences. Or, la gravité de la température n'est absolument pas liée à sa hauteur. Typiquement, une grippe, on peut avoir 40, être au fond de son lit. Par contre, on peut avoir une méningite et avoir un 38,2, mais être très malade et en danger, alors que la grippe, on n'est pas en danger. Alors, comment justement évaluer la dangerosité de la fièvre ? Très bonne question. C'est ce qu'on appelle la tolérance de la fièvre. Donc, la tolérance, c'est savoir est-ce que le corps accepte cette fièvre ou il commence à donner des signes qu'il se passe quelque chose qui est peut-être un peu plus important que juste un petit virus. Typiquement, la première chose, c'est les lèvres ou les extrémités bleutées chez votre enfant. Deuxième signe de mauvaise tolérance, ça va être les frissons à claquer des dents pendant plusieurs minutes. Je ne parle pas du petit frisson en sortant de la douche. Troisième, c'est la peau qui va être marbrée. Vous avez probablement déjà vu une peau on voit plus les vaisseaux sanguins et on a l'impression que c'est comme du marbre. Ça, c'est 3 signes c'est rouge, qui doivent vous interpeller. Les vaisseaux. Ouais, c'est ça. On voit les vaisseaux un peu bleus, un peu rouges. Ça fait vraiment un aspect de mosaïque sur les membres. Ces signes-là, s'ils apparaissent chez votre enfant, c'est bien de consulter parce que nous, ce qu'on va chercher en fait, c'est des signes qui nous disent attention, peut-être que c'est pas un virus, peut-être que c'est une bactérie. Et ça, c'est important puisque c'est là qu'on mettra des antibiotiques. Alors, la vraie question et qui vous concerne vous, c'est quelle est la fièvre qui doit amener les parents à aller aux urgences en fait ? Ouais, c'est ça. Et première chose, ce qu'il faut savoir, fièvre moins de 3 mois, on va aux urgences. Parce que les moins de 3 mois sont plus fragiles et ils sont plus à risque d'avoir des bactéries. Donc moins de 3 mois, urgence. Au-dessus de 3 mois, on regarde. Si la fièvre est bien tolérée, donc il n'y a pas les 3 signes dont on a parlé avant, on peut temporiser, on peut appeler son médecin. Et attention, si le médecin vous dit rendez-vous demain ou après-demain, ok, c'est ok, on n'est pas obligé de venir aux urgences. Par contre, fièvre mal tolérée égale consultation rapide. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait des compresses d'eau froide ? Merveilleuse question encore une fois puisque c'est le quotidien aux urgences. Mon enfant avait de la fièvre, je lui ai fait prendre un bain froid ou je lui ai mis un gant de toilette humide sur la tête. Ça, c'est un petit peu ce qu'on nous disait avant, c'est un petit peu les remèdes de grand-mère. On l'a tous déjà entendu une fois. Et pourtant, les dernières études et ce qu'on sait sur la fièvre maintenant, c'est qu'il faut améliorer le confort de l'enfant. Mais est-ce que ça fait baisser la température ? Alors, la fameuse compresse bien froide sur la tête, est-ce qu'elle a un impact sur la température ou pas du tout ? Elle peut faire baisser la température, mais souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle va surtout augmenter l'inconfort de l'enfant. Et ce qu'on veut, c'est le confort de l'enfant. Donc, si vous mettez votre enfant dans un bain frais, juste pour faire descendre d'1 ou 2 degrés, et qu'en fait, il est hyper inconfortable, on a tout perdu. Vraiment, il n'y a aucun intérêt. Donc, on évite, on déshabille son enfant, on le fait boire, et puis on surveille la température et la tolérance. Bon, on reviendra sur cette question de la température et de la fièvre, parce que c'est le top 1. Donc, il y a beaucoup de questions. Et puis, alors, il y a tellement d'idées reçues que vous combattez dans votre livre qu'on en parlera. Voilà, vous le connaissez certainement si vous êtes sur les réseaux. Ça fait partie de cette nouvelle génération de professionnels de santé qui s'expriment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il y a toute une nouvelle génération qui est très active. Il y a même des agences. Il y a des agences de Toubib qui sont sur les réseaux, qui les représentent. Incroyable. C'est ça. Et même YouTube, aujourd'hui, il y a YouTube Health, qui rameute les professionnels de santé qui s'expriment, qui disent des choses qui sont validées quand même. C'est ça, l'idée c'est de ne pas dire de bêtises. Parce qu'attention, justement, on doit garder un statut où tout ce qu'on dit peut être, ça va être démultiplié. Donc, il faut tout vérifier. Il faut vérifier les recommandations. Si vous prononcez le mot huile essentielle, donc là, vous êtes sûr que vous êtes mort. On va avoir des problèmes en tout cas. Là, vous aurez des problèmes. Vous ne serez pas dans YouTube Earth. Exactement. Mais sinon, ça va. Ça va, mais faut faire vraiment attention. Paracétamol, ça va. Normalement, faut pas dire Doliprane, c'est une marque, donc faut faire attention. Ou faut dire, je n'ai pas de conflit d'intérêt.
Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas avec paracétamol. Bon, Jules Fougère publie mon guide anti-panique chez Marabout. Ça, c'est un guide pour tous les parents. Pour tous les parents qui ont beaucoup de questions et qui finalement ne sont pas formés à la médecine pour leurs enfants. Et c'est vrai que quand un enfant, ça parle pas. Donc finalement, on interprète tous les signes. Tout à fait, ouais. La période, alors ça parle pas. Ça va parler à un moment, puisqu'on rappelle que la pédiatrie, c'est entre 0 et 16 ans. Donc c'est pas que les bébés. Mais par contre, oui, il y a tout le début où l'enfant, il sait pas dire. Il ne sait pas dire précisément où il a mal. C'est ça. Ouais. Et puis surtout, même quand il commence à avoir la parole, ils disent n'importe quoi. Parce qu'ils disent toujours j'ai mal là. Moi, les petits, ils arrivent aux urgences, ils ont le bras cassé, je leur dis t'as mal où, ils montrent le genou. Enfin, ça c'est typique. Donc on peut pas avoir un interrogatoire très précis, on va dire avant 5-6 ans, quoi. D'accord. Est-ce que, parce que les enfants, ils ont toutes les maladies du monde, hein, ça c'est normal, c'est le principe. Est-ce que vous-même, en tant que pédiatre, ça génère un certain nombre de maladies Est-ce que vous avez une coqueluche récente Est-ce que vous avez des oreillons récents Est-ce que je suis hypochondriaque, c'est ça la question? Non, est-ce que du fait de fréquenter des enfants qui sont a priori malades, que je suis plus malade? Est-ce que vous avez attrapé plus des maladies d'enfants que des maladies d'adultes? Alors, je sais que j'ai des collègues qui ont attrapé par exemple le pied-main-bouche, hein, un syndrome. Qu'est-ce que c'est ça, le pied-main-bouche? Le pied-main-bouche, c'est un virus, le Coxsackie-virus, qui fait des boutons, comme son nom l'indique, sur les pieds, sur les mains, dans la bouche. C'est insupportable, il n'y a rien à faire, faut attendre, mais ça fait mal et on peut l'attraper en tant qu'adulte. Et du coup, mes collègues, nous on en voit tous les jours des pieds-mains-bouche, donc ça arrive plus facilement d'en avoir. Ouais. Et en période de gastro, on a beaucoup plus de risques d'avoir la gastro aussi, parce que les enfants partagent. Ah bah oui. Et puis nous, aux urgences, on en voit, c'est 115, 120 par jour, donc on est plus à même de choper un truc, ouais. Bien, on parlait de la fièvre tout à l'heure, et notamment de cette molécule magique qui est le paracétamol. Est-ce que si on lui donne pas de paracétamol, il va convulser? Alors merci encore pour cette question, parce que c'est ce qu'on entend partout, et attention, on l'entend même parfois de la bouche de soignants, parce que c'est ce qu'on pensait avant, que si on donnait pas de paracétamol, ça allait faire augmenter la fièvre et du coup on allait convulser. Non, le paracétamol n'a jamais prouvé son efficacité pour prévenir les convulsions dues à la fièvre. Donc si quelqu'un vous dit tu donnes pas de paracétamol, ton enfant va convulser, t'es vraiment malade, vous pouvez lui répondre merci d'appuyer avec une source ce que vous venez de dire, et c'est pas possible, ce n'est pas vrai. Oui, mais c'est vrai qu'encore une fois, entre les idées reçues, ce que pense mamie qui a élevé 5 enfants et qui sont il y a plein d'informations qui sont contradictoires parfois. Tout à fait, et en plus les mamies, elles ont une expérience, mais on sait bien que l'expérience n'est pas une preuve scientifique, et du coup on peut dire ce qu'on veut. Moi j'essaye au maximum dans mes vidéos et dans mon livre de m'appuyer sur les études, en fait, pour pas donner mon avis perso, mais plutôt ce que disent les experts. En fait, il y a des gens qui bossent là-dessus pendant des années sur des études. Je préfère les croire eux, qui sont plus intelligents que moi et qu'on fait ces études. Après, vous voyez beaucoup plus de patients qu'un médecin normal, donc vous pourriez aussi vous appuyer sur votre expérience de clinique. Oui, l'expérience clinique, attention, évidemment. Sur ce qui fonctionne pas. Évidemment, l'expérience clinique, chaque médecin va avoir des petits conseils qu'il préfère donner, tant qu'on dit pas de bêtises et tant qu'on va pas à l'inverse des recommandations. Chacun a le droit d'y aller de son expérience, évidemment, et ça compte, heureusement. Alors, est-ce qu'il faut couvrir bébé quand il y a de la fièvre? Est-ce qu'il faut justement, au contraire, en rajouter des couches? Alors ça, c'est ce que certaines mamies disent aussi, hein. J'ai rien contre les mamies, hein. J'adore ma mamie, je lui passe le bonjour d'ailleurs. Non, il faut découvrir les enfants, puisque le risque de les surcouvrir va être de continuer à faire remonter la température, et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, d'augmenter son inconfort. Donc on les déshabille. Attention, pareil, hein, ça sert à rien de l'obliger à être en couche s'il est en train de grelotter, mais on laisse un petit body, un petit quelque chose, on surcouvre pas pour faire suer l'enfant, comme on a déjà entendu. Transpirer, parce que ce qui paraît, c'est bon quand on est, ça fait sortir le virus. Et en tout cas, moi j'ai jamais vu d'études qui disaient ça, mais non, découvrez les enfants au mieux et qu'ils soient confortables, et faites-les boire beaucoup. Alors s'ils toussent, il faut un bon sirop, surtout à la banane. Wow. C'est les plus efficaces. Hein. Oh oui, surtout pas de sirop, les amis, surtout pas. C'est vraiment un truc. Alors ça, pareil, hein, il y a quelques années, il y a on en prescrivait un petit peu. Maintenant, c'est même contre-indiqué. Certains sirops sont contre-indiqués parce qu'il y a des effets secondaires de somnolence, des effets secondaires où si vous voulez, la toux, c'est un mécanisme de défense. Ça fait sortir le virus, et si on arrête de faire tousser l'enfant, ça va stagner dans les alvéoles, dans les poumons, et se surinfecter. C'est aussi pour ça qu'il faut surtout pas donner de sirop contre la toux. Alors après, il faut interpréter la toux de l'enfant.
Tout à fait. La toux de l'enfant, il y a plein de causes différentes. Donc attention. Par exemple, un enfant qui tousse à chaque fois qu'il va faire du sport, quand il rigole, quand il est en colère, faut pas juste se dire oula, il a un petit rhume. Ça, c'est probablement un équivalent d'asthme. Donc, il faut analyser la toux. Je vous dis pas la petite toux de il commence à avoir le nez qui coule, il tousse pendant 2-3 jours. Ça, c'est normal. C'est une rhinopharyngite. Par contre, mon enfant tousse, il tire entre les côtes, il a du mal à respirer. Attention, c'est plus grave. On consulte. Alors, les parents ont toujours peur de passer à côté de quelque chose de grave. Donc, en fait, finalement, il y a une consultation, ils vont aux urgences par précaution. Tout à fait. Donc, vous, quelle est la méthode que vous appliquez pour savoir si on va ou pas aux urgences? Est-ce qu'il y a un moyen mnémotechnique? Ouais, tout à fait. Alors, le premier moyen mnémotechnique qu'on a, c'est le CRC. C'est ce qu'on fait, nous, à l'accueil des urgences pour trier les enfants. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est un premier coup d'œil. Ça s'appelle le quick look et ça peut se faire à la maison. C'est-à-dire le C pour couleur, donc savoir si son enfant est bien rosé ou au contraire s'il a les lèvres bleues ou qu'il est très pâle. Si c'est le cas, ça doit nous interpeller. Le R, c'est pour respiration. Si son enfant respire bien, on est plutôt rassuré. S'il respire vite, qu'il tire entre les côtes, ça doit nous inquiéter. Et le dernier C, c'est pour le comportement. Si votre enfant, par exemple, il est en train de jouer à la maison, évidemment, vous allez être rassuré. Par contre, s'il est amorphe, tout mou, poupée de chiffon dans son lit, ça doit aussi vous inquiéter et vous faire consulter. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi on attend aussi longtemps aux urgences alors que c'est urgent? Et justement parce que c'est pas si urgent que ça, et c'est souvent ce qu'on dit aux parents. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent les parents qui attendent le plus aux urgences, donc qui viennent pour des choses les moins graves, qui s'énervent, et ce qu'on leur explique, c'est si vous passez vite, c'est souvent mauvais signe, c'est que votre enfant va pas bien. Les enfants qui passent en premier, c'est les enfants qui ont des signes d'urgence vitale, les enfants qui, si on ne s'en occupe pas maintenant, ils risquent de se dégrader et risquent des séquelles, voire le décès parfois, oui, ça arrive. Donc c'est normal qu'on vous passe devant. Ouais, c'est normal, ça faut faire attention. C'est pas premier arrivé, premier servi. C'est premier arrivé, je me fais examiner par une infirmière ou un infirmier qui va prendre les constantes, et selon les constantes de l'enfant, il va être trié par couleur. Et nous, les médecins, on prend en priorité un enfant plus grave qui est arrivé depuis 1 minute. On va le voir avant un enfant qui n'est pas du tout grave, mais qui est là depuis 3 heures. C'est normal. Alors, parmi les sujets sur lesquels il y a beaucoup d'idées reçues et il y a eu des modes finalement, c'est comment coucher les enfants. Waouh, et ça c'est vraiment fondamental. Et pour nous, aux urgences, c'est très important puisque on reçoit nous des bébés qui sont décédés de mort inattendue du nourrisson. On les reçoit pour faire les examens post-mortem. Donc on voit des catastrophes et on sait que parmi on appelle la fameuse mort subite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, la mort subite, c'est un autre nom, mais pour parler plus large, on parle de mort inattendue. Et cette mort inattendue, c'est le décès brutal d'un enfant de moins de 2 ans, sans que dans ses antécédents, quelque chose pouvait nous dire lui, il risquait de mourir. Donc c'est un enfant qui va bien, et il est retrouvé décédé le matin. Dans ces cas-là, a posteriori, la moitié des cas, on retrouve une maladie qui n'était pas connue avant, pathologie cardiaque, une infection, quelque chose, mais dans l'autre moitié, et c'est celle-là sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est des facteurs qui sont réversibles, et c'est des facteurs qu'on peut changer. Premièrement, le tabagisme passif. Ça, c'est un truc, les parents qui fument juste avant d'aller se coucher, mais qui dorment dans la même chambre que leur enfant, ils vont relarguer des goudrons, exactement. Ouais. Donc le tabagisme passif, ce qu'il faut, c'est surtout pas fumer dans la même pièce que son enfant. Ça paraît logique, mais malheureusement, on a encore des gens qui le font. Et changer de vêtements lorsqu'on a fumé, c'est mieux quand même qu'après pour aller porter son enfant, etc. Deuxième chose, et vous en parliez juste avant, c'est la façon de coucher son enfant, puisqu'on retrouve, comme je vous disais, dans la moitié des cas, quasiment des erreurs de couchage. Alors, erreur de couchage, c'est quoi? C'est lorsqu'on a un environnement qui est non sécuritaire. Chez les petits, des choses qui peuvent enfouir son visage. Typiquement, des oreillers, des doudous, des tours de lit comme on voit sur Instagram beaucoup, c'est vraiment à proscrire. Les cales bébés, les cales têtes, les coussins de positionnement, ça c'est des conneries. Toutes ces choses nouvelles. Tout ça c'est des conneries. Qui aident à bien positionner bébé a priori. Exactement, c'est des conneries, c'est du matériel de puériculture qui est dangereux et on combat ça quotidiennement et c'est le combat de chaque médecin qui reçoit de jeunes parents dans son cabinet, c'est de rappeler qu'un bébé ça se couche sur le dos,
attention, on n'en avait pas parlé jusque-là, le couchage ventral, c'est une des causes les plus importantes après le tabagisme passif. Donc c'est le fait de coucher son enfant sur le ventre parce que il a moins de coliques ou il est plus confortable. Un bébé sur le ventre, dans les premiers mois, il va pas être capable de dégager sa tête sur les côtés, il va s'enfouir le visage dans le drap et c'est là qu'arrive la catastrophe. Mais si l'enfant se retourne. Ah, là c'est différent. Mais très bonne question. Non, c'est souvent le cas. Le gamin, vous le mettez sur le dos et bim, il se retourne tout seul. Et ça veut dire que là, vous n'allez pas vous réveiller toute la nuit pour le remettre sur le dos. À partir du moment où l'enfant se retourne seul, c'est qu'il a un tonus acceptable et qu'il pourra dégager sa tête. Et vous voyez, le retournement, oui. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas le tonus pour se dégager. Le retournement, c'est plutôt vers 6 mois. Donc avant 6 mois, souvent ils se retournent pas. Là, on parle bien des parents qui vont coucher l'enfant sur le ventre chez des enfants qui n'ont pas encore la tonicité pour se retourner. Et du coup, ils s'enfouissent le visage, ils réinspirent leur CO2. Il y a pas d'air qui circule. Et là, c'est hyper dangereux. Et le doudou ? Et le doudou, on essaye d'éviter. Alors, on peut endormir son enfant avec un doudou, mais dans les premiers mois de vie, le doudou c'est surtout pour les photos et c'est surtout pour les parents en fait. Le bébé dans les 6 premiers mois de vie, le doudou plus grand oui, mais pas chez les moins de 2 ans, on évite au maximum vraiment. De dormir avec le doudou. Votre position sous le lit parapluie ? Le lit parapluie, pas de souci. Le lit parapluie avec un surmatelas dedans, gros souci. On a des accidents. C'est plus confort. Ouais, alors en fait, vous voyez les lits parapluies, quand on les ouvre, le matelas pour l'enfant, il paraît, on dirait un bout de carton. Mais en fait, il faut se rappeler que le bébé, il a un poids qui fait que pour lui, c'est très bien. C'est un lit d'appoint. Ce qu'on voit comme accident, c'est des surmatelas qui sont vendus. Et en fait, le bébé va aller se coincer entre le bord du lit qui est mou et le surmatelas. On retrouve des enfants sous le surmatelas. Donc s'il vous plaît, on évite les surmatelas. Et encore une fois, c'est du matériel de puériculture qui devrait même pas se vendre, mais pour l'instant, c'est un combat qu'on mène et on n'a pas encore gagné. Toutes les questions que vous posez sur la santé de vos enfants, et la vraie question, c'est de savoir, avant de foncer aux urgences, c'est quand et pourquoi y aller. Et évaluer la nécessité d'y aller pour désengorger les urgences. Jules Fougère est notre invité, avec des pédiatres urgentistes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, aux urgences, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas y être. Ouais, il y a beaucoup de gens. Sur 10 patients, sans grossir les chiffres, peut-être 6-7 patients où on sait qu'ils pourraient consulter en ville. Mais reste à avoir un médecin qui est disponible en ville. Attention, je dis pas que c'est facile. Je dis juste que avant de venir aux urgences, les conseils c'est quoi ? J'appelle mon médecin traitant en premier pour savoir s'il a de la place. S'il n'a pas de la place le jour même, est-ce que je peux attendre 1 ou 2 jours ? Si lui, il n'est pas disponible, j'appelle le 116-117. C'est pas disponible dans toute la France, mais dans pas mal de régions. C'est un médecin régulateur qui va vous répondre et qui va vous conseiller. 3e chose, si j'ai un gros doute, j'appelle le 15. Attention, le 15, c'est pas réservé seulement aux urgences vitales. On peut appeler pour avoir des conseils si on hésite à aller aux urgences. Et après, là, on est aiguillé et on peut se retrouver, oui, en effet, aux urgences. Aux urgences, mais on est dans une société de l'immédiat aujourd'hui où les gens ont du mal à attendre. Effectivement, il y a des visites qui pourraient être différées au lendemain, mais les gens, ils veulent leur réponse tout de suite. En fait, c'est 20h, ils veulent 20h, 21h. Ils veulent savoir tout de suite. Ils veulent pas, ça leur paraît le bout du monde le lendemain. Oui, je pense que ça paraît le bout du monde. Après, je pense aussi que ça paraît le bout du monde quand on a un enfant malade, parce qu'on se dit toujours... moi, la première chose que me disent les parents, quand je leur dis ça ne nécessitait pas un passage aux urgences, je leur explique pourquoi et pourquoi la prochaine fois. Et moi, je leur dis surtout, ça vous aurait évité 2 heures d'attente, ou 3 ou 4 en plein hiver, et ça vous aurait peut-être évité que votre enfant il attrape un autre virus en salle d'attente. Et eux me disent, désolé, j'étais inquiet, j'avais peur de louper quelque chose. C'est pour ça que ces vidéos et ce livre il est là, c'est pour essayer de donner aux parents les tips et les drapeaux rouges à pas louper et savoir quand consulter. Ce qui est important, ce sont les drapeaux rouges en fait. Exactement, parce qu'en fait, l'enfant, les symptômes, il y en a plein, mais il y a pas énormément de drapeaux rouges. Par contre, il faut les connaître. Attention, il y a aussi l'autre problème qu'on voit parfois, c'est des parents qui consultent tard. Parce qu'ils se disent, je veux pas encombrer les urgences, je veux pas les embêter. Et en fait, leur enfant a des drapeaux rouges depuis plusieurs jours à la maison. Donc, pour quel type de pathologie, par exemple ? Je sais pas, par exemple, la bronchiolite. Ouais. Typiquement, la bronchiolite, si les parents n'ont jamais vu de signes de lutte respiratoire, le médecin a beau leur expliquer à l'oral, mais si vous n'avez pas vu, en fait, vous pouvez pas les inventer. Donc parfois, il y a des parents qui nous disent, oui, c'est vrai que ça fait 5 jours qu'ils respirent comme ça, mais je savais pas que c'était grave.
Et du coup, ces parents-là, il faut bien leur montrer. Et c'est aussi ça l'avantage des réseaux sociaux, c'est d'avoir du visuel. Parce que quand votre médecin il vous explique des choses à l'oral, nous, ça nous paraît facile, on voit ça tous les jours. Mais moi, si je suis pas médecin, je ne sais pas à quoi ressemble un signe de lutte respiratoire. On parlait de la façon de coucher les enfants tout à l'heure. On évite de faire la sieste avec bébé sur le canapé. Ouais, ça c'est un truc... Fausse bonne idée que de s'endormir avec bébé dans les bras. Hein. Oui, fausse bonne idée. En fait, ça, on a beaucoup d'accidents aussi. Du bébé du papa ou de la maman qui est dans le canapé, qui fait une sieste avec son bébé sur lui, et en fait au moment du réveil, le bébé a glissé entre le dossier du canapé et les parents, et ça peut être catastrophique. Donc vraiment, on essaye d'éviter. Si on commence à s'assoupir, on pose son bébé dans son lit. Alors il y a un traitement qui a beaucoup la cote aujourd'hui, alors chez les enfants et chez les adultes, c'est le lavage du nez. Oui. Pourquoi c'est tellement à la mode, ce lavage du nez ? C'est à la mode parce que en fait, c'est la base de tout. En tout cas, un enfant qui arrive aux urgences, un enfant qui n'est pas bien, qui ne respire pas bien, première chose à faire, c'est de lui dégager le nez. Puisque parfois, surtout les tout petits, ils respirent par le nez seulement, ils respirent pas par la bouche. Donc en fait, si vous leur bouchez le nez, ils savent plus comment faire pour respirer. Et là, c'est tout de suite catastrophique. On a des signes de lutte, on devient bleu, on n'est pas bien. Et en fait, juste de laver le nez, on redonne mécaniquement l'accès à l'air, quoi. Donc c'est vraiment très important de le faire, et on entend beaucoup de choses là-dessus. Attention, les tympans, les oreilles, ça va faire des otites. Ça va passer dans les oreilles, ça fait des otites. En fait, il n'y a pas d'études actuellement qui ont montré ça. D'accord, donc la balance bénéfice-risque de faire un lavage de nez ou plusieurs par jour, elle est largement en faveur du bénéfice. D'accord. On dit que la douleur des otites est une des douleurs les plus importantes d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez les plus mal tolérées. Vous vous rappelez d'une otite que vous aviez eue ? Moi, je m'en rappelle pas, mais je sais que j'ai un vague souvenir que ça faisait mal. Ouais. Pourtant, vous aviez 19 ans. J'ai un vague souvenir que ça faisait mal, mais ouais, ça fait mal une otite. Et d'ailleurs, nous, ça nous arrive d'avoir des parents qui consultent. Il y a des photos dans votre livre, ça calme. Hein. Ouais, en même temps, quand il y a du pus derrière un tympan, le tympan il est complètement bombé, on comprend que ça fait mal, quoi. Et c'est pour ça qu'on a des parents qui consultent en pleine nuit parfois, mais on leur en veut pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un enfant douloureux, c'est une urgence. Un enfant douloureux, c'est une urgence, et ça, faut pas l'oublier. Alors, j'allais dire qu'un des sujets qui passionne les parents, ce sont les coliques. Ouais. Alors, je sais pas si ça les passionne, non, malheureusement. Mais parce que quand on est dedans, on s'en souvient, et c'est vraiment de tout faire pour que ça stoppe. Alors, c'est terrible, les c'est coliques. un geyser. C'est terrible, c'est un bébé qui est inconfortable, qui se tortille, qui pleure tout le temps, et on a l'impression qu'il a mal, qu'il est douloureux, on ne sait pas quoi faire, et ça dure plusieurs semaines. Et ça, c'est chiant. C'est dur à... C'est le cas de le dire. Ouais, c'est chiant, parce que c'est un bébé qui a une immaturité, en fait, du système digestif, qui est en train de se construire, mais les solutions, c'est quoi ? C'est du portage, c'est de la balade en poussette, c'est de la balade en voiture, c'est des massages, mais il n'y a pas de remède miracle, malheureusement, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Voilà, ça passera. Ça passera. Et attention, juste un petit truc que je tiens à dire, c'est accepter aussi d'en avoir marre et de passer le relais. Parce que ça, on voit aussi des catastrophes. C'est-à-dire parents qui sont un peu isolés, qui ont un bébé, qui pleure non-stop et qui finissent par avoir un mauvais geste parce que c'est humain d'en avoir marre. Donc c'est humain, quand on a un bébé qui pleure tout le temps, de vérifier que sa couche est propre, de vérifier qu'il n'a pas de température, de vérifier qu'il a bien mangé, mais de dire « Ok, je n'en peux plus, je pose mon bébé dans son lit, en sécurité, je sors. » J'appelle quelqu'un. Je passe la main. Ouais. Je passe la main, j'appelle papa, j'appelle mamie, j'appelle le voisin, je passe la main. Je ne reste pas exaspéré avec un enfant qui pleure parce que là aussi on voit des catastrophes. Alors on parle beaucoup des coliques, mais plus rarement de la constipation des bébés. Ouais. Et pourtant c'est problématique cette question de constipation. Chez les bébés, à partir de quel moment est-ce qu'on peut poser ce diagnostic de constipation ? Alors la constipation, je dirais ça va dépendre de plusieurs choses. Premièrement, ça dépend de ce que mange l'enfant. Typiquement, un enfant qui est allaité, donc lait de mère, peut avoir plusieurs jours, voire plus d'une semaine sans sel. Et c'est pas anormal. Et ça, on a plein de parents qui consultent en nous disant « je suis super inquiet, mon enfant a pas fait caca depuis 3 jours. » On leur demande « Mais il mange quoi ? Je l'allaite, ok. Et comment il va ?
bah il va super bien, il pète la forme. Mais en fait, les parents sont un peu obnubilés. Et en même temps, c'est normal, hein, mais je veux dire, un bébé, ça mange, ça fait caca, bah voilà. On est un peu obnubilé par les selles de l'enfant. C'est un sujet sans fin. Ah ouais, sans fin, vraiment. Ouais. Et l'alimentation, bien sûr, parce que. Bien sûr. Ouais. Mais parce qu'un enfant, quand dans les premiers mois, ça mange, ça dort, ça mange, ça dort, ça fait caca. Donc forcément, c'est les 3 trucs qu'on peut surveiller. Donc mais ça terrorise beaucoup les parents. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est attention, vous arrêtez pas sur le nombre de jours sans sel ou autre. Arrêtez-vous sur le confort de l'enfant. Encore une fois, souvent ça en fait, ça trompe pas. Un enfant qui pleure, qui a le ventre ballonné, qui est inconsolable, bah évidemment, s'il a pas fait caca depuis 3 jours, on va se poser la question. Par contre, s'il pète la forme, que son ventre il est normal, bah on souffle un coup. Alors vous dites que s'il pète la forme, mais ce qui peut alerter les parents, c'est qu'il n'ait pas de gaz depuis quelques jours, surtout. Ouais. Alors oui, les gaz. J'ai lu dans votre livre. Hein, maintenant, je suis pas spécialiste. Ouais, je vois bien que vous avez bien lu. Vous avez bien lu. Non, mais les gaz, c'est un truc aussi qui inquiète les parents. Soit, au contraire, c'est plutôt il a trop de gaz. Il a plus de gaz que d'habitude. On parlait des coliques tout à l'heure. Le bébé qui a des coliques, il va avoir beaucoup de gaz. Il va péter. Mais on a parfois des consultations qui sont un peu drôles parce qu'on a je viens parce que mon enfant pète plus que d'habitude ou il pète et ça sent pas comme d'habitude. C'est déjà arrivé dans les pires motifs de consultation. Et parce que vous avez listé les pires motifs de consultation. Ouais, on a listé les pires. Alors encore une fois, c'est de la dérision, de l'autodérision, parce qu'il faut accepter d'en rire aussi, parce qu'on voit pas que des trucs horribles aux urgences, et que quand quelqu'un consulte mon fils a inhalé l'eau des pâtes à 3h du matin, il a pleuré quand même juste après, et là on se dit, qui fait des pâtes à 3h du matin, premièrement? Bon, c'est vrai que oui. Quelqu'un rentrait tard. Déjà, quelqu'un rentrait tard. À quel moment un enfant de cet âge-là est levé à 3 heures et à quel moment il est au-dessus d'une casserole de pâtes et à quel moment on consulte pour ça. Mais bien sûr, on va examiner l'enfant, on va rassurer les parents. Puis moi, souvent, sur la fin, je leur dis un petit mot du genre, bon, entre vous et moi, maintenant que je vous ai rassuré, ça valait pas le coup de venir, non? Et ils le prennent pas mal parce qu'à partir du moment où on les a considérés, où on a examiné l'enfant, faut pas oublier que les parents, il y a une inquiétude derrière ça. C'est rarement juste pour le plaisir qu'ils viennent, quand même. Oui, faut d'abord soigner les parents finalement. Faut aussi soigner les parents. Ça fait partie du package en fait. C'est un triangle, c'est une relation triangulaire entre le parent, le médecin, l'enfant, et nous c'est notre quotidien. Et évidemment que si on rassure les parents, on a soigné une partie de la maladie de l'enfant, ça c'est sûr. Alors un syndrome qui est pas très fréquent, mais que j'ai découvert en lisant votre livre, c'est le syndrome du cheveu étrangleur. Ouais. Mais les bébés, ça a des cheveux? Non, c'est les cheveux des parents souvent. Enfin, pas de moi. Oui, parce que je me suis dit, mais ils ont pas des cheveux aussi longs que. Non, c'est les cheveux. C'est vrai que oui, effectivement, vous, c'est plus des cheveux de barbe. Moi, ça peut être des cheveux de barbe, ouais. C'est les cheveux des parents souvent qui, vous savez, dans la machine, ça vous est peut-être déjà arrivé, dans la chaussette, d'avoir une boule de cheveux qui est coincée au fond. Et les bébés, ça s'enroule autour des orteils, des doigts ou parfois des parties intimes, donc au niveau du prépuce ou au niveau des lèvres chez les petites filles, et ça fait des nécroses. Et ça, faut faire gaffe. Un bébé qui pleure de manière anormale, inhabituelle, on comprend pas, regardez les extrémités, regardez sous la couche, parce que ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce qu'on ne croit. Oui, donc c'était très sérieux, ce syndrome du cheveu étrangleur. Vous verrez dans le livre. Oui, je dis pas que des conneries. Ah bon? mais soi-disant que les pédiatres, ils ont quand même beaucoup plus d'humour que d'autres spécialités. Alors, parce que les enfants aiment bien les médecins rigolos. Ouais, alors je dirais, tous les pédiatres ne sont pas drôles. Il faut pas forcément être drôle pour être pédiatre, mais par contre, c'est sûr qu'il faut avoir un contact avec l'enfant facile, parce qu'on passe nos journées avec des enfants. Donc c'est sûr que si les enfants, typiquement, moi je donne un exemple, mais c'est quand t'es en fête de famille, si les enfants ça te saoule, je pense pédiatrie c'est pas vraiment pour toi, quoi. T'es mal barré. Bon, après attention, tu peux faire aussi de la néonatologie, où là que tu vois que des enfants de moins d'1 mois, donc là c'est un peu différent, c'est pas énervant des bébés de moins d'1 mois. Et tu peux faire aussi de la spécialité avec des enfants handicapés, avec jusque de la cardiopédiatrie, de la neuropédiatrie, il y a plein de choses, donc on se ferme pas les portes. Maintenant il y a pédopsychiatre aussi. Il y a pédopsychiatre, ouais. Alors ça c'est pas des pédiatres, c'est des psychiatres qui sont surspécialisés en pédopsychiatrie. C'est pas des pédiatres, c'est une autre spécialité. Bien, votre guide vient de sortir, mon guide anti-panique, montrez-le à la caméra aux éditions
Marabout, on va pas le feuilleter ce matin parce qu'on l'a déjà beaucoup feuilleté en parole. Vous retrouvez les vidéos du PED Urge sur les réseaux sociaux, Insta, ouais, surtout Insta, c'est la première, c'est la première plateforme sur laquelle j'ai commencé, puisque c'est celle qui est le plus ma cible. En fait, ma cible, c'est les jeunes parents, et les jeunes parents, c'est du 25, allez, 40 ans, parce qu'on va pas, j'ai envie de vexer personne. C'est plutôt Insta. TikTok, c'est plus jeune. Facebook, c'est un peu plus vieux. Encore une fois, je veux vexer personne. Non, mais là, c'est mort. C'est mort, là. Bah, bien sûr. Mais Insta, pour moi, c'est la plateforme de base. Mais génération Insta. voilà. Mais le livre, c'est le but, c'est de toucher ceux qui sont pas forcément sur Insta. On n'est pas obligé d'être sur Insta. C'est ceux qui ont des enfants sur le tard. Voilà, c'est ça. Après, on peut quand même pas avoir Insta et taper Pédurge Instagram sur Google. Hein. Vous allez voir, on tombe sur mon compte quand même. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur YouTube. Yes. Parce que nous, on est sur YouTube. Bah ouais, j'y suis pas, j'essaye, mais j'aimerais bien m'y mettre un peu plus. C'est du boulot YouTube, hein. Mais oui. Ouais. C'est moins facile qu'Insta. Ah bah bien sûr, c'est plus qualitatif. Ouais. C'est pas facile, non, mais je m'y mettrai, mais j'attends de me libérer un peu de temps au boulot pour m'y mettre. Pour l'instant, c'est difficile. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Partagé vos connaissances. Merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles et très belle journée santé sur Beurre FM.